On poursuit avec la section 4.4 où là, ici, on va faire un autre type d'estimation, encore par intervalle de confiance. On a vu l'estimation de la moyenne par intervalle de confiance. Maintenant, on va aller voir l'estimation d'une proportion par intervalle de confiance. Donc, en statistique, comme on le sait déjà, on utilise beaucoup la moyenne pour aller décrire une situation, décrire un échantillon, décrire une population, mais on va aussi beaucoup utiliser des proportions. Hein, on voit beaucoup de taux, beaucoup de pourcentages, beaucoup de proportions dans notre probabilité, dans notre population, qui nous intéresse pour vraiment voir c'est quoi la proportion de la population qui fume encore, c'est quoi la proportion de la population qui gagne au-dessus de 100 000 $ par année, c'est quoi la proportion, c'est toujours ça qui revient avec la moyenne. Donc, on va devoir travailler avec des proportions en statistique, mais de la même façon qu'avec la moyenne, la proportion, on la connaît pas sur la population. On connaît pas la vraie proportion sur la population. On connaît seulement la proportion de notre échantillon. Donc, on va vouloir passer de l'échantillon, la proportion de l'échantillon, à la proportion de la population avec nos statistiques, nos probabilités, nos théorèmes qu'on connaît. Donc, pour ça, on va commencer par établir c'est quoi le lien statistique qui existe entre la population et l'échantillon au point de vue de la proportion. Donc, on va aller construire, encore comme avec la moyenne, une statistique ou une variable aléatoire qui suit une certaine loi de probabilité pour pouvoir aller construire un intervalle de confiance. Donc, on y va avec la section 4.4.1. On va commencer par déterminer quel est le lien qui existe entre la proportion de la population et celui de notre échantillon. Donc, comme avec la moyenne, ici, notre but, c'est de construire une variable aléatoire qui suit une loi de probabilité. Cette variable aléatoire-là, on va l'appeler comment? On va l'appeler grand P, et c'est elle qui va représenter la proportion qu'on retrouve dans un échantillon. Donc, on construit notre échantillon, on va calculer cette proportion-là, et cette proportion-là, ben, on l'associe à la variable P. Cette variable P-là, c'est une variable aléatoire parce que tout dépendamment de l'échantillon qu'on va avoir construit, on va tomber sur une variable de proportion, un P, qui va être légèrement différent, mais on va voir que cette proportion-là, elle suit quand même une loi de probabilité qui fait en sorte que à peu près toutes les proportions qu'on va calculer vont se ressembler. Allons-y avec le processus qui va nous permettre d'aller chercher la loi de probabilité qui nous intéresse. On commence par noter grand X, la variable aléatoire qui va nous donner le nombre d'unités statistiques qui possèdent la caractéristique qu'on est en train d'étudier dans un échantillon aléatoire simple avec remise de taille n. Donc, on construit un échantillon aléatoire simple avec remise de taille n et on va piger dans cet échantillon-là les gens qui possèdent la caractéristique qu'on est en train d'étudier, puis on va les compter, là, ces gens-là, pour voir combien il y a de personnes qui possèdent la caractéristique. Évidemment, le but, c'est d'aller construire une proportion, donc le nombre de personnes qui possèdent la caractéristique sur le nombre total de personnes, ça nous donne une proportion, c'est ça qu'on garde en tête pour la suite. Maintenant, on va noter pi, la proportion au singulier, pas au pluriel, puis la proportion de cette caractéristique dans notre population. Donc, dans la population, la caractéristique qu'on étudie, par exemple, on parle du nombre de fumeurs, ben, si dans la population, il y a exactement 62% de la population qui est fumeur, ben, à ce moment-là, on va pouvoir dire que pi correspond à 62%. Cette proportion-là, généralement, on ne la connaît pas, donc on va la garder de façon théorique ici en variable, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'estimer éventuellement. Donc, à partir de ces informations-là, on peut étudier un petit peu le processus qu'on est en train de faire pour compter le nombre de personnes qui possèdent la caractéristique, et on va se rendre compte de quelque chose d'assez rapide, d'assez intéressant et assez rapidement en plus. Donc, dans ce cas-ci, on fait une expérience n fois, parce qu'on va aller voir chaque personne dans notre échantillon pour savoir si elle possède la caractéristique. Donc, on répète n fois la même expérience, et à chaque fois qu'on fait l'expérience, on a toujours deux résultats possibles. Soit la personne possède la caractéristique, soit elle n'a pas la caractéristique. Donc, on a n expériences qui ont toujours deux résultats, et à chaque expérience, on a toujours la même probabilité que la personne qu'on a choisie possède la caractéristique. Cette probabilité-là, elle est obtenue par la proportion de la population fois 100%, donc il y a pi fois 100% chance d'avoir la caractéristique à chaque personne qu'on va sélectionner. Donc, on a n expériences qui ont toujours deux résultats, et il y a toujours la même probabilité d'obtenir un des deux résultats. Dans ce cas-ci, on est en train d'écrire pas mal la loi binomiale, étant donné qu'on va compter les résultats qui vont être positifs, donc qui vont avoir la caractéristique. On peut dire que x suit une binomiale de paramètres n et pi, pardon.
Donc, on a n données et on a pi proportion. On a n expériences plutôt et on a pi pour la proportion à chacune de ces expériences. De cette façon-là, on peut établir que l'espérance mathématique de la variable x est donnée par npi. On le sait parce que la loi binomiale nous donne toujours cette espérance mathématique-là. Et on a que sa variance mathématique est donnée par npi fois 1 moins pi. Donc, on a déjà pas mal d'informations statistiques avec la variable x qui compte le nombre d'unités statistiques qui possèdent la caractéristique. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de transférer, c'est de se déplacer de x vers p. Et pour faire ça, il va falloir modifier légèrement notre loi de probabilité, parce que là, on l'a notre loi de probabilité, mais la loi de probabilité qu'on a obtenue, la binomiale, c'est pas nécessairement la plus facile à utiliser pour faire des estimations. Nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir quelque chose comme une loi normale. Si seulement il y avait une manière de passer de la loi binomiale à la loi normale, on serait capable d'obtenir une estimation de notre proportion. Heureusement, on a vu ça déjà, on sait qu'on peut approximer la loi binomiale à partir de la loi normale, donc c'est la prochaine étape, puis ensuite de ça, on construit notre proportion. Donc, comme on l'a vu précédemment, on sait que si n est suffisamment grand, donc plus grand ou égal à 30, que np est suffisamment grand, donc plus grand ou égal à 5, et que np fois 1 moins pi est suffisamment grand, donc plus grand ou égal à 5, on peut approximer notre variable x, qui est une binomiale, par la loi normale. On va obtenir que x suit une normale de paramètre np pour son espérance et de paramètre np fois 1 moins pi pour sa variance. À ce moment-ci, on peut poser quelque chose d'intéressant qui va nous aider. On va aller poser p qui est égal à 1 sur n fois x. Et là, ici, avant d'aller plus loin, pourquoi est-ce qu'on choisit 1 sur n fois x? Ben, dans ce cas-ci, si on prend le nombre de personnes qui ont, le nombre de données qui ont la certaine caractéristique, divisé par le nombre de données, ça ici, c'est pas mal la définition de la proportion qu'on est en train de faire. Donc, on est en train de définir la proportion p à partir de notre variable aléatoire x. Et là, à ce moment-là, on a déjà vu que lorsqu'on avait une variable qui suivait une loi normale et qu'on l'affectait d'une constante ou d'une variable comme ça ici, comme 1 sur n, à ce moment-ci, la variable qui a été affectée à 1 sur n fois x va suivre aussi une loi normale qui va être affectée de 1 sur n. Comment est-ce qu'on obtient ça? Bien, on l'obtient de la façon-ci. Donc, on a notre proportion va suivre une loi normale de paramètre 1 sur n fois npi et de paramètre 1 sur n carré fois npi fois 1 moins pi. On sait que pour l'espérance mathématique, comme c'est un opérateur linéaire, on fait juste multiplier par exactement ce qu'on avait comme constante. Et pour la variance, on multiplie par notre constante au carré pour ce qui nous intéresse ici. Donc, à ce moment-là, on obtient que la proportion suit cette loi normale-là. Ici, on a beaucoup de choses qui peuvent se simplifier. Hein? 1 sur n fois n sur pi fois n fois pi, ben, les n peuvent se simplifier, et 1 sur n carré fois n, encore une fois, les n peuvent se simplifier. Donc, on obtient que notre proportion va suivre une loi normale de paramètre pi et de paramètre pi fois 1 moins pi divisé par n. Donc, à ce moment-là, on a la loi normale qui va nous être super utile parce que maintenant, comme on sait que la proportion suit une loi normale, on a toutes sortes d'informations, toutes sortes de théorèmes qui nous permettent d'aller chercher un intervalle de confiance pour la proportion et ainsi de revenir sur nos pas pour aller chercher un intervalle de confiance pour la proportion pi à partir de cet intervalle de confiance-là pour P. Donc, on a une variable aléatoire P qui suit une loi normale, c'est ce qu'on cherchait. On va pouvoir maintenant construire un intervalle de confiance. Donc, comme avec la moyenne ici, comme notre proportion suit une loi normale, c'est possible d'aller construire un intervalle. Un intervalle ici qui nous indique qu'à une probabilité 1 moins alpha, on devrait retrouver notre proportion P entre pi moins z alpha sur 2 fois la racine de pi fois 1 moins pi sur n, et pi plus z alpha sur 2 fois la racine de pi fois 1 moins pi sur n. Donc, pi moins z alpha sur 2 fois l'écart type, jusqu'à pi plus z alpha sur 2 fois l'écart type. On a ici la même chose qu'avec notre moyenne, avec des notions un petit peu différentes, parce qu'ici, c'est la proportion et l'écart type qui changent. Et à ce moment-là, ben, de cet intervalle-là, on peut manipuler un peu nos expressions pour aller isoler pi plus tôt. Alors, dans ce cas-ci, on va obtenir que pi va être entre p moins z alpha sur 2 fois l'écart type et p plus z alpha sur 2 fois l'écart type encore une fois. Donc, à ce moment-ci, on a un intervalle qui nous assure de trouver la proportion pi 1 moins alpha sur 2 à une probabilité 1 moins alpha plutôt dans ce cas-ci. Avec ça ici, on peut construire l'intervalle complet là, de notre proportion pi qui se trouve à être p plus ou moins z alpha sur 2 fois l'écart type. Ça, c'est directement une autre façon d'écrire ce qu'on avait déjà écrit au-dessus. Et à ce moment-là, ben, notre intervalle qu'on vient de construire possède une marge d'erreur de z alpha sur 2 fois l'écart type. Donc z alpha sur 2 fois pi
fois 1 moins pi divisé par n. Et là, à ce moment-ci, quand on inscrit notre marge d'erreur, c'est là qu'on a un problème. On a un problème parce qu'on essaie de trouver une estimation de notre proportion pi, et la marge d'erreur de notre estimation contient déjà pi. Donc, on va avoir un problème ici lorsqu'on va vouloir faire des approximations, lorsqu'on va vouloir faire un vrai intervalle de confiance. Il va falloir modifier un petit peu cette expression-là. De la même façon que ce qu'on avait fait lorsqu'on n'avait pas l'écart type dans notre intervalle de confiance pour la moyenne, on va changer ici pi pour l'estimation, le P qu'on a déjà calculé. Donc, on va changer ça et ça va nous donner un intervalle de confiance avec certaines conditions d'utilisation. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est remplacer pi par P dans la marge d'erreur et ainsi, on va obtenir l'intervalle de confiance qui nous intéresse pour la variable pi, donc la proportion dans la population. Ici, on obtient que la marge d'erreur devient z alpha sur 2 fois la racine carrée de p fois 1 moins p divisé par n, et on remplace ça dans notre intervalle de confiance. Maintenant, on va aussi avoir à vérifier nos conditions, comme on a pu la variable pi, il va falloir le faire avec la variable p. Donc, on va utiliser n plus grand ou égal à 30, on va utiliser n fois p plus grand ou égal à 5, et on va utiliser n fois p fois 1 moins p plus grand ou égal à 5. De cette façon-là, on va obtenir exactement ce qui nous intéresse pour la marge d'erreur et pour l'intervalle de confiance. Je vous rappelle que l'intervalle de confiance, c'est une estimation, une approximation. Donc, on accepte d'avoir peut-être une proportion un petit peu moins précise pour aller chercher un intervalle qui va nous donner une meilleure idée de ce que ça représente pour notre proportion réelle dans la population. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce serait de faire un exemple de ça. On a vu comment construire l'intervalle de confiance. On l'a déjà fait avec la moyenne. Maintenant, on vient de le faire avec la proportion. On va s'intéresser à l'exemple 4.8 que vous avez dans vos notes. Dans cet exemple-ci, on est allé chercher un échantillon de 4854 étudiants du cégep et on est allé vérifier sur ces 4854 étudiants-là combien se disaient consommateurs réguliers d'alcool. Donc, on est allé chercher la proportion d'étudiants du cégep qui consomment régulièrement de l'alcool. À ce moment-là, on a obtenu 1534 étudiants qui se disent consommateurs réguliers d'alcool, donc on peut construire la proportion P qui va être 1534 sur 4854. Dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, c'est de construire un intervalle de confiance pour la vraie proportion de la population complète, et pour faire ça, on se donne un seuil alpha de 0,02. Donc on va avoir un intervalle de confiance à 98%. Avec ça, on est capable d'aller chercher Z alpha sur 2, on est capable d'aller chercher l'estimation pour la proportion, mais avant tout, il faut vérifier des conditions. Donc, on a que n, qui est égal à 4854, c'est clairement plus grand ou égal à 30, donc notre première condition, elle est remplie. Ensuite de ça, on a np, qui est égal à 4854 fois 1534 sur 4854. Faites le calcul ici. Pour 4854 vont s'annuler. Vous allez obtenir 1534. Et ça, je pense que c'est assez clair que c'est beaucoup plus grand ou égal à 5 ici. À ce moment-là, il nous reste à faire NP fois 1 moins P. Donc, on sait déjà que NP, c'est 1534. 1 moins P, c'est 1 moins 1534 sur 4854. Et là, à ce moment-ci, on fait ce calcul-ci. Et on obtient 3320, qui est plus grand ou égal à 5 aussi. Dans ce cas-ci, clairement, encore une fois. Donc, nos trois conditions sont remplies. À ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que notre proportion pi va effectivement faire partie de l'intervalle p plus ou moins z alpha sur 2, racine de p fois 1 moins p, divisé par n. Ce que ça me prend ici, c'est une valeur numérique pour P autre que la fraction qu'on s'est donnée. Donc, on va expliciter notre fraction. On va aller chercher Z alpha sur 2, puis on va calculer la racine qui est ici. À ce moment-ci, on commence par Z alpha sur 2. Ici, Z alpha sur 2, ça va correspondre à Z 0,02 divisé par 2, donc Z 0,01. Et ça égale, dans votre table à loi normale, allez chercher ça, ça va vous donner 2,33. Ensuite, on peut calculer P, 1534 divisé par 4854. Ici, ça vous donne environ 0,305. À ce moment-ci, il ne reste plus qu'à remplacer dans notre expression. On va obtenir que pi est dans l'intervalle 0,305
316 plus ou moins 2,33 fois la racine de 0,316 fois 1 moins 0,316 divisé par 4854. On ferme la racine et on ferme notre intervalle. Cette expression-ci, ici, 2,33 fois notre racine carrée, on peut calculer ça. On va obtenir 0,016 et on va pouvoir faire notre intervalle complet. On va obtenir que pi est dans l'intervalle 0,316 plus ou moins 0,016. À ce moment-là, on a notre intervalle de confiance qui est qui est de 0,316 plus ou moins 0,016. Ce qui nous reste à faire, c'est de donner notre marge d'erreur. Ben, la marge d'erreur, c'est ce qu'on a ici. Donc, 0,016, c'est la marge d'erreur de cet intervalle-là. Donc, on sait que 98% du temps, la moyenne, ou pas la moyenne, mais plutôt la proportion pi, va être dans cet intervalle-là. Donc, on est capable d'estimer que la proportion des étudiants du cégep qui se disent consommateurs réguliers d'alcool se trouve dans cet intervalle-ci. Maintenant, ce qui nous restera à faire, c'est d'aller voir comment est-ce que je peux donner une marge d'erreur qui va m'intéresser et aller trouver quelle est la taille de l'échantillon qui va nous donner ce type d'erreur-là. Maintenant qu'on a vu comment aller chercher notre intervalle de confiance, on se souvient de la même façon qu'avec notre moyenne qu'on peut construire l'intervalle de confiance à partir de la loi normale, mais on sait aussi que des fois, ça va être plus intéressant d'aller construire un échantillon qui va nous donner une marge d'erreur qui nous intéresse. Donc, supposons qu'on veut une marge d'erreur la plus petite possible, on voudrait une marge d'erreur de 0,0001. À partir de cette marge d'erreur-là, c'est possible de retourner à notre échantillon pour construire un échantillon un petit peu plus gros qui va nous donner ce qui nous intéresse. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va partir de notre expression de la marge d'erreur, puis on va aller trouver quelle est la taille d'échantillon qu'on a besoin au minimum pour obtenir ce type d'erreur. Donc, on part du fait que la marge d'erreur est égale à z alpha sur 2 fois notre écart type. Et notre écart type contient la variable n. Donc, nous, ce qu'il nous faut, c'est trouver la variable n. Si on connaît déjà la marge d'erreur, on connaît aussi déjà le z alpha sur 2. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'isoler le n ici pour trouver qu'est-ce que ça va valoir. Donc, on fait exactement ce qui se passe ici. Donc, on a isolé n à ce moment-là. Si vous isolez n, vous envoyez z alpha sur 2 du côté de la marge d'erreur, vous élevez au carré, et à ce moment-là, ben, vous pouvez réorganiser les termes pour isoler n directement. Ça va vous donner z alpha sur 2 au carré fois p fois 1 moins p divisé par la marge d'erreur au carré. Donc, c'est comme ça qu'on isole la variable n, de la même façon qu'on l'avait fait avec la moyenne. Mais là, ici, la particularité, c'est que cette erreur-là, cette marge d'erreur-là, va atteindre un maximum. On ne pourra pas aller au-dessus d'une certaine valeur, considérant qu'on connaît la marge d'erreur et qu'on connaît le z alpha sur 2. Pourquoi? Parce qu'on utilise un p, une proportion qui est entre 0 et 1, et qu'on multiplie p fois 1 moins p. Ici, cette fonction-là, p fois 1 moins p, va atteindre son maximum lorsque p est égal à 1/2. Donc à ce moment-là, on a 1/2 fois 1/2, et là, ça devient le maximum de notre marge d'erreur. Donc, c'est ce qu'on fait dans l'expression juste en dessous. On remplace p par 1/2 et 1 moins p par 1/2. À ce moment-là, on obtient z alpha sur 2 au carré fois 1/2 au carré fois la marge d'erreur au carré. On peut réécrire ça un petit peu. Ça nous donne z alpha sur 2 fois divisé par 2 fois la marge d'erreur au carré. Et ça, c'est exactement la marge maximale lorsqu'on fait une estimation par intervalle de confiance sur la proportion. Donc, avec ça, on se fait un exemple, puis on aura terminé pour cette partie-ci. On y va avec l'exemple 4.9. Dans cet exemple-ci, on a une marge d'erreur, on a un niveau de confiance aussi, et on cherche quelle est la quantité de données qu'on a besoin dans notre échantillon pour obtenir cette marge d'erreur-là ici. Donc, la marge d'erreur qu'on se donne, c'est 2 points de pourcentage. Ça, 2 points de pourcentage, ça correspond à quoi? Ça correspond à 0,02 lorsqu'on parle d'une proportion, donc sur un pourcentage 0,02. À ce moment-ci, on a notre niveau de confiance qui est de 99%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alpha est égal à 0,01. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir besoin d'aller chercher z alpha sur 2 avec alpha qui vaut 0,01. Nous, on sait que n par ce qu'on vient de voir, ce sera égal à z alpha sur 2 sur 2 fois la marge d'erreur au carré. On vient juste de voir ça, donc on est capable d'aller chercher ça ici. Ce que ça nous prend, c'est la marge d'erreur, le z alpha sur 2. On a déjà la marge d'erreur qui est donnée dans le contexte. On est capable de trouver z alpha sur 2 avec ce qu'on essaie de donner ici. Donc, on va commencer par z alpha sur 2. Dans ce cas-ci,
comme alpha égale 0,01, alpha sur 2 va valoir 0,005. À ce moment-là, ça veut dire qu'on doit chercher Z 0,05. Vous allez trouver ça dans la table de la loi normale, de la même façon qu'on le faisait pour les autres Z alpha sur 2. Et ici, ce Z alpha sur 2-là va correspondre à 2,575. C'est ça la valeur qu'on va utiliser pour notre Z alpha sur 2. Ensuite, la marge d'erreur, ben c'est directement donné, hein, on le sait déjà, c'est égal à 0,02. Il n'y a pas de calcul à faire dans ce cas-ci, étant donné qu'on l'a déjà fait au départ. À ce moment-ci, il ne nous reste plus qu'à trouver la valeur de n, et cette valeur-là, on la calcule avec notre expression, donc z alpha sur 2 sur 2 fois la marge d'erreur au carré. Z alpha sur 2, on l'a trouvé, c'est 2,575. On divise par 2 fois la marge d'erreur qui est 0,02. Et tout ça, c'est au carré. Donc à ce moment-là, on a 2,575 divisé par 0,04 au carré. Il ne nous reste plus qu'à faire cette expression-là, évaluer l'expression qui est ici. Donc dans ce cas-ci, vous devriez obtenir 4145 après avoir arrondi. Évidemment, je le rappelle, je n'ai pas mentionné, je pense, précédemment, mais lorsqu'on va chercher un entier, hein, parce que c'est un nombre de données, un nombre de personnes, c'est un entier qu'on va chercher, n, il faut toujours arrondir à l'entier supérieur. De cette façon-là, on devrait obtenir 4145 pour notre nombre de données. Donc, si vous faites un échantillon d'au moins 4145 données, vous devriez obtenir la marge d'erreur de 0,02 sans trop de difficulté. Donc voilà, on est capable de le faire maintenant, à aller chercher la taille d'un échantillon pour obtenir une marge d'erreur. On est capable de construire l'intervalle de confiance aussi sans trop de problèmes. On se rend compte que c'est très similaire avec la moyenne. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de changer un petit peu les données. Donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on n'avait pas un échantillon avec remise? Qu'est-ce qui se passe si notre échantillon était sans remise? À ce moment-là, on n'a plus vraiment les conditions qui nous permettaient d'aller construire notre proportion selon la loi normale, donc il va falloir changer un petit peu notre méthode. Donc on voit ça dans une prochaine vidéo avec la section 4.4.2.